Bonsoir mes amis, je fais cette vidéo un peu de façon surprise. Mais je voudrais, avant de dire ce que j'ai à dire, je voudrais vous faire écouter cette chanson jusqu'à la fin. Soyons donc patients, écoutez la chanson. Il s'agit là d'une artiste congolaise, Joséphine Bijou, qui est l'auteur et qui avait composé cette chanson pour les Congolais. Écoutez attentivement. Si vous pouvez partager, faites-le. Partagez avec vos amis, partagez dans vos groupes. C'est important. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Écoutez bien ce que dit l'artiste. Mboka et Baby, le pays s'est détruit, le pays s'est dégradé et elle fait appel aux autres Congolais de se lever pour sauver le pays. Écoutez la chanson.
Voilà, donc vous avez suivi la chanson de... Vous avez donc suivi ce chant de notre sœur Bijou, je crois qu'elle est déjà décédée. C'est des chants que nous avons chantés à l'époque, quand nous étions jeunes, et qui passaient régulièrement sur les ondes de la radio et la télévision nationale. Le message dans cette chanson, c'est un appel qu'elle lance aux patriotes, aux compatriotes congolais, de se lever parce que le pays était en danger. Évidemment, cette chanson a été composée au temps du président Ngouabi, le président Marien Ngouabi qui a succédé au président Massamba Deba. Pas directement parce qu'après le président Massamba Deba, nous avons eu le président Alfred Raoul, qui est resté un moment président de la République, et avant lui Augustin Poigné, paix à leurs âmes. Alors, le président Ngouabi, quand il arrive au pouvoir, il crée un parti politique, il se débarque un peu de l'idéologie de ceux qui avaient dirigé le Congo avant. Il s'inspire un peu de modèles socialistes, non communistes, et il se retrouve en face d'une France qui n'était jamais partie d'un pouvoir français, d'un régime français qui ne voulait pas laisser le Congo tomber comme ça entre les mains des communistes. Et c'est comme ça qu'on lui avait mis des bâtons dans les roues pour éviter qu'il puisse réaliser son programme, parce qu'il en avait un. Il voulait certainement reconstruire le pays, il voulait certainement réconcilier le pays, ramener le pays sur les rails. Mais là, vous avez entendu l'artiste qui dit que Mboke Baby, Mboke Zana Makambo, Telema, Tokende, Totonga Mboka Congo. Et je choisis cette chanson à dessein parce que, justement, au moment où je fais cette vidéo, le Congo se trouve à la croisée des chemins. Notre pays va mal, sinon très mal. Et ça, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qu'il y a de faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand on aime le Congo, quand on est né au Congo, quand on a grandi au Congo, quand on a encore cette fibre qui nous maintient en lien avec ce pays, il faut penser, même si on se retrouve à l'étranger, il faut penser à ceux qui sont sur place. Et pour ceux qui sont sur place, il faut penser au mécanisme de ramener le pays sur les rails, de sauver la nation congolaise. Parce que la chanson, l'artiste demande, lance un appel au sursaut patriotique. Et le sursaut, c'est l'appel que nous voulons lancer ce soir. Pourquoi nous le faisons? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, tout le monde sait que le pays se porte mal. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on croise les bras? On laisse le pays mourir? On laisse le Congo se déchirer, se morceler? On fait quoi? On se doit d'agir. Personne n'a la science infuse. Personne n'a la meilleure solution. Mais je crois que ce que nous devions faire aujourd'hui, c'est de cotiser nos intelligences. C'est que chacun apporte une petite solution pour qu'ensemble nous examinions quelle est la voie, quel est le chemin à suivre, quelle est la stratégie qu'il faut retenir pour que nous sauvions notre pays. Nous aurons tort
de dire aujourd'hui que voilà, je ne fais pas de la politique, ou je n'ai pas envie de faire de la politique. Mais si tu ne fais pas la politique s'occupe de toi. Si tu ne fais pas la politique aujourd'hui, mon cher ami, mon cher frère, ma chère sœur, c'est que quand il y a des difficultés au Congo, où l'école est inexistante, où vous, en tant que citoyen, vous qui n'êtes pas engagé en politique, lorsque vous voulez faire un passeport, vous faire établir un passeport, on vous dit qu'il n'y a pas de carton. Lorsque vous avez votre enfant qui va faire des études à l'étranger, cet enfant, pratiquement, est abandonné à lui-même. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour pouvoir étudier. Pourtant, il devrait bénéficier d'une bourse de l'État, mais l'État congolais ne paye pas des bourses. Et qu'est-ce que vous faites? Vous direz toujours que vous ne faites pas de la politique. Oui, je veux bien croire. Vous ne voulez pas faire de la politique. Vous ne faites pas la politique. Mais il n'y a pas d'eau chez vous, dans votre ménage. Vous me direz encore, oui, je n'ai pas envie de faire de la politique. Vous n'avez pas d'électricité. Votre pension n'est pas versée. Pourtant, vous avez cotisé, pourtant, vous avez épargné. Vous allez encore nous dire que vous ne voulez pas faire la politique. Mais qui doit faire la politique? Si vous n'avez pas d'eau dans votre ménage, vous n'avez pas d'électricité, votre enfant, la bourse n'est pas payée, votre propre pension n'est pas payée, qui doit le faire à votre place? Qui doit se battre à votre place? Puisque vous dites que vous ne voulez pas faire la politique, qui doit faire la politique pour vous? Vous voulez vous faire établir un passeport, on vous dit qu'il n'y a pas de carton, ou vous devez payer, je ne sais pas, 400 000, j'ai entendu parler de 400 000, 500 000 pour se faire établir un passeport. Combien gagnent des Congolais pauvres pour pouvoir dépenser tout cet argent? Et avec ça, vous me dites que vous n'allez pas vous occuper de la politique. Vous ne voulez pas faire de la politique. Vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas le droit de vote, vous n'avez aucun droit en tant que citoyen. Mais qui doit se battre pour vous, pour que vous ayez ce droit? Qui doit lutter pour vous? Qui doit faire la politique pour vous, pour que vous ayez le droit d'aller et de revenir dans votre pays? Qui doit le faire? Qui doit faire de la politique à votre place pour que les jeunes Congolais trouvent des emplois? Qui doit le faire? Qui doit se sacrifier? Voyez-vous, à toutes ces interrogations, je crois que vous n'allez pas pouvoir répondre facilement. Ça veut dire que tout le monde doit mettre la main à la pâte. La politique, tout le monde doit la faire. Les solutions, tout le monde doit les chercher. Et nous allons en ce moment-là mettre toutes les approches sur la table, nous allons mettre toutes les solutions sur la table et nous allons examiner pour voir quelle est la meilleure solution pour notre pays. Le pays se meurt, l'artiste l'a dit, Mboka et Baby. Où vous avez aujourd'hui une police qui est faite des braqueurs, des éléments braqueurs. C'est-à-dire que quand ils se réveillent le matin, ils mettent la tenue du travail et ils ont un plan dans la journée. Où est-ce qu'on va aller braquer? Qui allons-nous braquer? Quand vous avez une police qui est faite des braqueurs, est-ce que vous pouvez dire en ce moment-là que vous allez croiser les bras et ne rien faire parce que vous ne voulez pas faire de la politique? Est-ce que cette attitude est responsable? Tout le monde doit faire de la politique. La politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité. La cité, c'est l'espace dans lequel nous vivons. Comment faire prévaloir ses droits?
si on ne fait pas la politique? Comment faire des réclamations, des revendications salariales? Comment négocier le temps du travail? Comment négocier ses droits si on ne fait pas la politique? Même si certains relèvent de syndicats, mais c'est de la politique. C'est la gestion de la cité. Tout le monde doit participer. Tout le monde doit participer. Tout le monde doit apporter des éléments de réponse aux différentes difficultés que nous avons. Le Congo va mal, mais qui va sauver le Congo? Ce ne sont que les Congolais qui pourront sauver le Congo. Personne ne le fera à notre place. Personne. Ni les Français, ni les Russes, ni les Ukrainiens, ni les Congolais d'en face, ni les Gabonais, personne. C'est nous, les Congolais de Brazzaville, qui devions libérer notre pays, qui devions proposer des solutions pour que notre pays soit sauvé d'abord. Sauvé parce qu'aujourd'hui, le Congo se retrouve, et c'est pas exagéré le dire, c'est pas insultant le dire, se retrouve entre les mains des vautours. Des gens, une famille, un clan qui a mis le Congo à sac. Et depuis 1997, où l'argent du Congo est détourné systématiquement à des fins personnelles, des gens qui vont acheter, je ne sais pas, des appartements de luxe à Paris, à Dubaï, partout, à New York. Pendant que la disette s'est installée dans les ménages des Congolais, pendant que la famine, la difficulté a élu domicile dans les ménages des Congolais, il y a des gens qui disent, bon, on ne fait pas la politique. Mais qui va faire la politique pour vous? Qui va libérer le Congo pour vous? Ce ne sont pas des étrangers qui le feront. C'est nous qui devions le faire, nous, les Congolais de Brazzaville. Mais ce ne sont pas seulement les Congolais de l'extérieur qui doivent le faire. Il y a aussi les Congolais de l'intérieur qui doivent le faire. Il faut créer des conditions pour que les Congolais puissent s'asseoir, pour que les Congolais puissent dialoguer. Voilà la meilleure solution. La plus simple, la moins dramatique, celle qui nous épargnera des destructions, celle qui est susceptible de créer des passerelles pour que les Congolais puissent se retrouver, se réconcilier, plutôt que la guerre qui, elle est destructive, parce qu'elle détruit notre patrimoine, elle détruit le peu d'infrastructures que nous avons, elle détruit les familles, elle détruit la nature même humaine, parce qu'on tue des gens. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir pour dire, nous avons fait ce cheminement, nous sommes arrivés ici, à la croisée du chemin, il nous faut maintenant identifier le chemin à suivre, parce que là, celui que nous avons parcouru était plein d'embûches, nous avons eu des difficultés, et nous ne souhaiterions pas avoir ou traverser encore les mêmes difficultés. Qu'est-ce qu'on fait? Les Congolais, qu'ils soient du pouvoir, qu'ils soient de l'opposition, nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Congo. Ce Congo appartient à tous les Congolais. Personne n'est propriétaire de ce pays. Personne n'a le titre foncier pour dire « ça c'est ma terre ». Cette terre nous a vu naître. Cette terre a vu naître nos aïeux. C'est la nôtre, notre pays.
Nous avons le droit de dire, nous avons le droit de parler, nous avons le droit de proposer, nous avons le droit de critiquer quand ce n'est pas bien fait. Mais nous avons aussi le droit de demander à ce qu'on s'asseye. Parce que ça ne va pas. Aller droit dans le mur, foncer droit dans le mur, c'est aller se casser la figure. Je lance un appel au dialogue. Je lance un appel au dialogue parce que je crois aux capacités des Congolais de se dépasser. Je crois aux capacités des Congolais de se pardonner. Je crois à la capacité des Congolais de pouvoir échanger sans violence, parce que nous avons eu une conférence nationale souveraine qui n'avait pas débouché sur la guerre. C'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites à la conférence nationale. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été mal faites à la conférence nationale. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous servir de tous ces exemples, de toutes ces grandes performances, si je peux l'appeler ainsi, toutes ces difficultés pour que nous balisions une nouvelle voie, pour donner une seconde chance au Congo, pour que nous puissions créer des conditions à même d'éviter des troubles à l'avenir. Parce que si nous continuons tel que nous allons inexorablement vivre ce que a vécu le Rwanda en 1994. Parce qu'un être humain résiste toujours devant la domination. C'est un reflet. Lorsque quelqu'un domine, il y a forcément la résistance. Et si vous dominez par la violence, il y aura une résistance aussi violente, proportionnelle à la violence infligée par celui qui opprime. Nous avons connu l'esclavage. Il y a des gens qui avaient résisté à l'esclavage. Nous avons connu la colonisation. L'histoire est pleine d'évidence. Des gens, des groupements de personnes qui avaient résisté à la colonisation. Il y a aujourd'hui la néocolonisation, elle n'a pas disparu. Et il y a des voix qui s'élèvent, qui résistent à la néocolonisation. Alors, entre nous, fils et filles d'un même pays, on se regarde en chaîne de faïence, on se regarde en frère ennemi. Cela n'augure pas un avenir radieux pour notre pays. Quelles que soient les réalisations qui peuvent être faites, si elles ont été faites, quels que soient les plans, les programmes que l'on veut exécuter, mettre en exécution, s'il n'y a pas la solidarité entre les fils et les filles d'un même pays, le tout va s'écrouler. J'ai dit, et je répète, que la situation présente du Congo nécessite un dialogue, une concertation. Pas ce que nous retrouvons à Oyo, au Wando, qu'on a vu là, Sibiti, non. Nous voulons un vrai dialogue. Un dialogue qui soit inclusif. C'est-à-dire que tous les Congolais, où qu'ils se trouvent,
doivent participer à ce dialogue. Un dialogue qui soit sans exclusive, c'est-à-dire que tous les sujets peuvent être débattus. Chaque Congolais peut lever son doigt et poser un problème, et ce problème doit être débattu jusqu'à ce que l'on trouve une solution. Un dialogue qui soit aussi souverain, c'est-à-dire que les conclusions de ces assises, les décisions qui sont communes, qui sont prises de façon consensuelle, doivent avoir force de loi. Par exemple, si au niveau de ce conclave, nous décidons que nous ne voulons plus utiliser le franc CFA, c'est un exemple que je donne. Si la conférence, ou comme on veut l'appeler, le dialogue décide que nous ne voulons plus continuer à utiliser le franc CFA, la décision qui est prise de façon consensuelle aura force et effet de loi. Voilà la souveraineté que nous voulons pour ce dialogue. Au cours de ce dialogue, nous parlerons des questions politiques. Nous parlerons des questions économiques. Nous parlerons des questions militaires. Nous parlerons des questions diplomatiques. Nous parlerons de l'école congolaise. Oui, le grand mal que nous avons fait dans notre pays, c'est de tuer notre école. Déjà le fait que les Congolais sont aujourd'hui au XXIe siècle, 62 ans après les indépendances, les Congolais vont encore dans d'autres pays pour étudier. On pouvait comprendre quand le Congo accède à l'indépendance. On pouvait dire oui, nous n'avions pas une université, nous n'avions pas des enseignants, nous n'avions pas de cadres. Donc il faut aller former en France et ailleurs où est-ce qu'ils ont été formés. Les Nzalakanda, les Numazala, les Lissouba, les Tistel, les Tchétchélé, qui ont été formés à l'étranger. Ça se comprend, mais aujourd'hui, les Congolais ne doivent plus aller se faire former à l'étranger. Quitte à ce que on pouvait aujourd'hui créer nous-mêmes des conditions, même s'il faut inviter des enseignants étrangers. Mais les Congolais devaient être formés chez eux. Regardez aujourd'hui l'image que l'abandon de nos étudiants à l'étranger donne de notre pays. Le Congo devient une risée. Quand vous parlez du Congo, eh bien c'est une blague. It's a joke. Tout le monde rit, tout le monde rigole. Parce que le Congo devient un joke, donc une plaisanterie. Quand vous dites je suis du Congo, on n'est même plus fier de le dire. On n'est pas fier de le dire. Et oui, nous voulons que lors de ce conclave, que l'on débatte de la question de notre école. Quitte à ce que, même à la fin, après que le dialogue ait pris fin, que nous poursuivions les discussions. Parce qu'il faut refaire notre école. Si nous voulons construire notre pays aujourd'hui, c'est nous qui allons le faire. Mais avec quel outil? Si les gens ne sont pas formés, si les gens n'ont pas des habiletés, n'ont pas des capacités à créer, à innover, il faut refaire notre école. C'est la priorité. Tout le reste vient après. Quand vous avez assaini votre école,
votre système éducatif. Lorsque vous le transformez, parce qu'aujourd'hui, notre système éducatif, celui que nous avons hérité de la colonisation, était un système destiné à former des fonctionnaires. Aujourd'hui, les objectifs de développement, les priorités nationales ont changé. On n'a pas besoin de fonctionnaires au Congo-Brazzaville. Il y a pléthore, il faut peut-être même réduire le nombre de fonctionnaires chez nous au Congo-Brazzaville. Il faut que les Congolais regardent comment mettre en place un système éducatif qui est comme celui des anglo-saxons, c'est-à-dire qu'il favorise la formation des entrepreneurs. Que le Congolais ne soit pas toujours là à suivre des études pour aller vouloir être, je ne sais pas, avoir le PhD. On ne peut pas refuser cela. Mais que nous ayons des cadres, que nous ayons des techniciens qui puissent accompagner notre processus de reconstruction. On n'a pas besoin de beaucoup de docteurs pour construire le barrage de Sunda. Nous avons besoin des ingénieurs, oui, mais nous avons aussi besoin de la main-d'œuvre. Nous avons besoin des maçons, nous avons besoin des plombiers. Il faut les former pour que l'œuvre à bâtir soit conséquente et puisse résister à l'épreuve du temps. Qu'on ne fasse pas comme des routes qu'on a créées, qu'on a construites il n'y a pas très longtemps, et dès qu'il y a une pluie, elles se dégradent. Et tout ça, c'est la fonction de l'école. Si vous voulez avoir des bons soignants, des bons médecins, des bonnes infirmières, il faut que l'école soit bonne, la formation. Pas la faculté de médecine, pas l'institut de formation, mais depuis l'école primaire. Il faut qu'on sache parler français ou toute autre langue que nous voulons. Il faut que les gens soient aujourd'hui initiés au monde numérique, à l'informatique, à l'école primaire. Nous pouvons le faire. Ce sont des sujets, des thématiques que nous devons mettre sur la table lors du dialogue. Mais au cours de ce dialogue, nous parlerons aussi de la Constitution. Parce que quand je vois de 92 jusqu'à aujourd'hui en 2022, donc ça fait 30 ans, nous avons eu combien de constitutions? Il y a eu celle de 92. Quand Sassou est arrivé au pouvoir par coup d'État, il a mis un acte fondamental. Après, s'en est suivi la constitution de 2002. Et après, puisqu'il fallait prolonger le séjour au palais de Plateau, il en a fait encore une autre, 2015. 4 constitutions. 4 constitutions pour gérer un petit pays de 4 millions d'habitants. Quand on change des constitutions, cela est un signe d'instabilité politique dans le pays. Il faut que lors de ce débat national auquel nous appelons que nous puissions regarder la question des constitutions de notre pays. On doit retenir une et une seule. S'il faut amender, on amende la seule constitution qu'il faut amender. Par exemple, si les Congolais s'accordent que nous retenions la constitution de 2015, il faut l'amender immensement. Parce que cette constitution
qui donne le droit à un citoyen de pouvoir exercer 3 mandats, nous trouvons que 3 mandats, c'est excessif. Parce que la construction d'un État, la construction du pays, ce n'est pas un objectif individuel. C'est un objectif de la société, de tout le pays. Donc, vous, c'est comme une course de relais. Vous faites le premier trajet et vous devez passer nécessairement le bâton à quelqu'un d'autre. Parce que personne n'a la science infuse, personne n'a l'intelligence absolue, personne n'a le pouvoir absolu de pouvoir changer les choses. Il faut que nous ayons cette culture, il faut que nous incorporions cela dans notre mode de vie, que lorsqu'on assume une fonction politique, il faut s'attendre à passer le relais. Et ça, c'est des questions que nous pouvons mettre sur la table lorsque nous parlerons, par exemple, de la Constitution. Admettons que nous retenions la Constitution de 2015. Il faudra beaucoup d'amendements. Le mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable une seule fois, quelles que soient les circonstances. Quel que soit le Congolais qui sera là, qu'on pourrait appeler bâtisseur, infatigable. Mais on vous donnera un temps pour aller vous reposer et que quelqu'un d'autre continue la marche. Bon ou mauvais, quelqu'un d'autre devra prendre. C'est ça la culture démocratique, la passation de témoins. La Constitution de 2015, si nous la retenions, il faut amender notamment le nombre de mandats parlementaires. Parce que cette question n'est pas précisée dans la Constitution justement de 2015. Donc c'est le nombre de mandats illimités. Donc vous arrivez au Parlement, tant que vous avez des moyens pour aller à tout moment soudoyer les populations, aller donner des sacs de riz et le haricot au village, et bien donc vous pouvez être député pendant toutes les législatures. Donc vous faites 5 ans, et 5 ans après, et après 5 ans encore, et vous passez même 30 ans au Parlement. Cela doit être changé. La Constitution, si nous devons retenir celle de 2015, il faudrait qu'on limite le nombre de mandats parlementaires. Au cours de ce dialogue, nous parlerons également du découpage électoral, par exemple. Parce que le découpage auquel nous avons assisté n'est pas correct, n'est pas équilibré. Parce que on ne peut pas avoir dans une localité qui a 5000 personnes 2 représentants au Parlement, comme à Bala, comme je ne sais pas, au Lombo. Et vous avez Mouyonzi, vous avez la grande Mouyonzi, avec un seul député alors qu'ils ont près de 90 000 personnes. Mouyonzi a près de 90 000 personnes et donc il faut qu'on revoie la question et ça devait choquer personne. Il faudrait tenir compte de l'aspect démographique. Nous sommes 4 millions d'habitants. Combien de parlementaires avons-nous besoin pour accompagner, n'est-ce pas, le gouvernement, parce que le rôle du Parlement, c'est voter les lois. Est-ce que nous avons besoin de beaucoup de Congolais pour aller voter les lois, pour examiner les lois? Parce qu'il y en a qui sont au Parlement depuis près de 30 ans. Je n'ai pas envie de citer les noms des gens ici, qui n'ont jamais proposé même un petit projet de loi. Même pas un petit projet de loi. Nous allons, au cours de ce dialogue, parler des institutions de la République. Est-ce que nous avons besoin de conseils consultatifs? Est-ce que nous avons besoin de conseils de dialogue? Ça, c'est au cas où nous retenions le principe de la Constitution de 2015.
Est-ce qu'on a besoin de toutes ces institutions? Non. Est-ce que le Congo peut aujourd'hui se passer du Sénat? Oui. Quel est le rôle du Sénat au Congo-Brazzaville? Est-ce que l'Assemblée nationale ne suffit pas pour voter les lois? Moi, personnellement, je pense que on peut suspendre, supprimer le Sénat. On peut supprimer le Sénat. Et beaucoup d'autres institutions qui sont budgétivores, mais qui ont montré, ont brillé par l'inefficacité depuis qu'elles ont été mises en place, depuis qu'elles ont été installées. Des conseils consultatifs, le conseil de dialogue, le conseil de jeunesse, je ne sais pas de quoi. On n'en a pas besoin. Ça, c'est mon point de vue. Mais au dialogue, nous allons discuter. Il faudra donner des éléments pour convaincre Dieudonné Ngoma, pour convaincre tous ceux qui partageront mon point de vue. Il faudrait que, lors de ce conclave, que l'on discute sérieusement sur la question de la décentralisation au Congo-Brazzaville. Oui. Depuis que nous avons retenu le principe que la République est décentralisée, elle n'a jamais fonctionné comme une République décentralisée. Le pouvoir reste central, centralisé, et le Congo reste gouverné de façon quasi exclusive depuis Brazzaville. Il faut donner le pouvoir aux communautés locales. Il faut que nos différents départements, nos différentes préfectures aient plus de pouvoir de discuter sur les priorités de chaque département. Il faudrait que les services que l'État vienne vers les populations. Que pour qu'un citoyen qui est à Maïéyi ou qui est à Madingoukai ou à Infondo, pour se faire un passeport, doit venir à Brazzaville, ça doit faire partie du passé. À Infondo, le citoyen congolais qui vit à Infondo, il doit pouvoir se faire établir un passeport à Infondo, à la préfecture d'Infondo ou de la Likwala. La carte d'identité nationale se fera pour le citoyen d'Infondo, se fera par la préfecture de la Likwala à Infondo. Le permis de conduire lui sera délivré par la préfecture de la Likwala. C'est ça la décentralisation. Le pouvoir remis, transféré aux communautés locales. L'acte de naissance, le certificat de nationalité, le casier judiciaire, par le parquet de la Likwala. C'est ça la vraie décentralisation. La vraie décentralisation aussi, c'est de faire en sorte que les différentes préfectures puissent bénéficier des activités économiques qui sont faites dans les différents départements. Par exemple, le Kwilu ou Pointe-Noire doit pouvoir bénéficier d'un pourcentage sur l'activité pétrolière. Parce que ce sont les populations de Pointe-Noire, parce que ce sont les populations de Kwilu qui sont quand même exposées à ces dangers, à ces gaz, à ces
cette pollution. À ces sociétés, nous allons leur donner des cahiers de charges et nous leur dirons, voilà, vous devez avoir une enveloppe sociale. Une enveloppe sociale parce que le Congolais qui ira travailler sur la barge pétrolière, qui tombe, qui se casse la jambe, qui se blesse, doit être pris en charge dans un établissement hospitalier correct. Sinon, si c'est tel que nous connaissons aujourd'hui, tel que nos hôpitaux fonctionnent à Pointe-Noire, vous vous cassez la jambe dans une plateforme pétrolière, vous venez à Pointe-Noire, vous n'avez pas de médecin. Ou s'il y a un médecin, vous n'avez pas le plateau technique, vous n'avez pas des équipements, vous n'avez pas des produits pour administrer des bons soins. Si c'est un malade, on peut comprendre. Mais si c'est 10, si c'est 20, ça va en ce moment. Là, votre activité prendra un coup parce que vous avez quand même 10, le nombre de personnel qui ne peut pas être là parce qu'ils se sont blessés. Et qui doit prendre en charge ce personnel. L'État, oui. La préfecture, oui. Mais il faudrait qu'il y ait au niveau de la préfecture des structures adaptées pour apporter des soins. Nous voyons cela dans beaucoup de pays où des sociétés offrent des bourses d'études. Par exemple, des jeunes qui sont brillants à Pointe-Noire, dans le Kwilu, qui font de bonnes moyennes ou qui sont excellents. Les sociétés qui exercent à Pointe-Noire, qui extraient le pétrole, qui sont dans le gaz, qui sont dans le bois, dans les mines, doivent pouvoir avoir une petite enveloppe sociale pour soutenir l'école, pour soutenir l'hôpital et pour donner des bourses. On ne dit pas qu'il faut prendre tous les étudiants de Pointe-Noire, allez, vous les envoyez à Harvard. Non. Mais nous disons que si nous avons par exemple 10 bacheliers qui sont du Kwilu, qui ont été excellents, mais on peut donner 10 bourses d'études à ces jeunes personnes pour leur permettre de parachever leurs études. Parce que demain, ils reviendront servir la République. C'est à nous de décider, de proposer cela. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui une localité comme la Likwala. La Likwala qui est le deuxième département le plus riche du Congo. Je dis bien, la Likwala est le deuxième département le plus riche du Congo après le Kwilu. Mais nous voyons nos frères dans la Likwala en train de pleurer parce qu'ils leur manquent. Ils sont coupés du reste de la République. La Likwala est comme une île, séparée, détachée du reste de la République. La Likwala a le bois. La Likwala a le diamant, a de l'or. La Likwala a de l'eau. La Likwala a du poisson. Dites-moi s'il y a un autre département qui a tout ça. Pointe-Noire, disons le Kwilu, oui. Un peu peut-être le Niari. Peut-être un peu la Sangha. Mais ils ont du diamant. La Likwala a du diamant. La Likwala a de l'or. La Likwala a du café. La Likwala a du cacao. La Likwala est peut-être même plus riche que Pointe-Noire, que le Kwilu. Mais comment est-ce que il n'y a pas de route dans la Likwala? Il n'y a pas de route pour permettre aux citoyens de la Likwala de venir dans la cuvette, d'aller à Pointe-Noire ou, je ne sais pas, à Mouyonzi. Et vice-versa, le citoyen de Mouyonzi ne peut pas aller dans la Likwala parce qu'il n'y a pas de route. Nous voulons que lors de ce débat national, que nous regardions ensemble les priorités du pays. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, où nous avons aujourd'hui les capacités, parce que si nous avons construit le CFCO
Il nous a pris je ne sais pas combien d'années pour le construire. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut le faire plus vite. Je veux qu'il y ait un réseau ferroviaire qui soit développé au Congo-Brazzaville qui relie Infondo à Pointe-Noire. Pointe-Noire, Infondo par train, par route. Et quand je parle d'Infondo, c'est parce que c'est la capitale de la Liguala. Mais nous avons Bétou qui appartient au Congo-Brazzaville. Donc, de Bétou, il doit y avoir une route qui vienne jusqu'à Infondo, jusqu'à Pointe-Noire. Nous voulons une voie ferroviaire qui part de Bétou, en passant par Infondo, jusqu'à Pointe-Noire, jusqu'à Brazzaville. Il y a des experts, il y a des techniciens qui peuvent le faire. Nous avons des moyens aujourd'hui pour signer des contrats avec des grandes sociétés. Elles vont le faire parce que Dubaï a été construit non pas par les Émiratis, par des étrangers. Ils ont pris de l'argent du pétrole. Ils ont donné à ces sociétés étrangères, ils ont donné des feuilles de route. Voilà ce que nous voulons ici. Nous voulons une route, nous voulons une voie ferroviaire, nous voulons des écoles, nous voulons des hôpitaux. Et c'est comme ça que Dubaï a été construit. Nous pouvons le faire au Congo-Brazzaville. Si nous développons le réseau ferroviaire au Congo-Brazzaville, si nous développons notre réseau routier à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, nous allons pouvoir jouer en ce moment pleinement le rôle de pays de transit. Parce que le Tchad pourra se servir de cette voie ferrée pour transporter ou exporter par Pointe-Noire. Ils seront plus obligés de faire des pipelines pour envoyer, je ne sais pas, par le Tchad, plutôt par le Cameroun, et ainsi de suite. Ça pourra passer facilement par le Congo. Les mines de la Centrafrique pourront passer par le chemin de fer, je ne sais pas comment ça l'appellera, ou Bangui Océan, parce que l'autre on disait c'était Congo Océan par rapport au fleuve Congo, on peut dire non de Lubangui Océan. Le nom, c'est même pas ce qui importe. Mais ce qui est important, c'est qu'on le fasse. Et ça, c'est des choses que nous pouvons le faire de façon consensuelle. Nous décidons tous ce que nous voulons faire de notre pays, ce que nous voulons voir de notre pays. La décentralisation, aujourd'hui, dans la Liguala, ferait que les sociétés qui exploitent le bois, qui exploitent les mines, et d'autres denrées dans la Liguala sont dans l'obligation d'avoir une petite enveloppe sociale pour construire les écoles dans la Liguala. On ne dit pas qu'ils vont se substituer à l'État, non. Mais admettons que vous êtes à Enyele. Vous exploitez le diamant à Enyele. Mais le minimum que l'on puisse vous demander, c'est qu'il y ait une école à Enyele, correct? Que les enfants d'Enyele aient de l'électricité, de l'eau. Que les étudiants qui font des études à Enyele puissent avoir des tablettes, puissent être communiqués au Wi-Fi, communiquer avec le monde entier. La modernité doit accompagner l'exploitation de nos ressources. C'est nous qui allons le décider, au dialogue. Et ceux qui voudront faire des affaires au Congo-Brazzaville devront savoir que quand vous allez au Congo-Brazzaville, il y a forcément une petite enveloppe sociale. Il y a une participation parce que ces ressources que nous avons doivent permettre à faire avancer l'homme, l'humain, le Congolais. Tu ne peux pas venir comme ça, tu coupes le bois, tu détruis notre écologie, tu te fais de gros sous pour que la population reste pauvre, pour que la population n'ait pas de route, pour que la population n'ait pas d'école. Parce que quand tu viens couper du bois, les animaux fuient, peut-être même, je ne sais pas, ailleurs, ils ne peuvent même plus aller chasser parce qu'il n'y a plus d'animaux. Donc, vous devez participer à l'essor du développement de la Liguala. Et la décentralisation
décentralisation aura plusieurs volets. Il y a la décentralisation financière. C'est-à-dire que de façon équitable, et peut-être en fonction de la démographie avec quelques modifications ici et là, le trésor national, le trésor public devra attribuer à chacune des préfectures un montant d'argent pour, pas seulement pour payer les salaires des agents de l'État, mais pour exécuter un certain nombre de travaux, par exemple pour entretenir des routes, pour construire des écoles, pour aussi créer un fonds. Chaque département peut se dire aujourd'hui, bon, la Lekoumou par exemple, ils peuvent se dire, bon, nous avons un fonds aujourd'hui qui sera accessible aux entrepreneurs, à ceux qui veulent par exemple se lancer dans la culture du cacao, du café, ou la transformation des produits sur place. Voici donc le fonds. Voici une banque de la Lekoumou qui est là, disponible, et on peut donner par exemple des microcrédits aux citoyens de la Lekoumou ou de la Lekwala qui veulent entreprendre avec le fonds alloué par le Trésor national. Parce que c'est ça aujourd'hui. Quand nous parlons de la redistribution des ressources, telle que le souhaite la Constitution nationale, mais il faut qu'elle soit de façon financière et effective. Que l'on donne des milliards de la Likwala au département de la Likwala, à la préfecture de la Likwala de gérer. Les milliards de la Sangha à la préfecture de la Sangha. C'est ça la décentralisation aussi, économique et financière. Que l'argent de Kwilu, que ça soit remis aux gens de Kwilu. Il y a un autre fonds qui reste à l'État. C'est-à-dire que tout l'argent, on ne distribue pas comme ça pour dire, bon, voilà, on éclate et on donne à des préfectures. Donc il y a un montant qui est donné à ces préfectures. Parce qu'elles-mêmes aussi, elles vont imaginer, elles vont innover, elles vont regarder comment créer de la richesse sur place. Parce que la Likwala, par exemple, s'ils ont 50, 100, 1000 opérateurs économiques, parce qu'ils ont bénéficié des micro-projets, ils ont eu plutôt des microfinances, mais quand ces entreprises démarrent, 3, 4, 5 ans après, ces entreprises vont payer des impôts à l'État. Donc l'État, quelque part, va récupérer même son argent au bout d'un certain temps. À la conférence, à ce conclave, à ce dialogue que nous appelons de nos voeux, aussi nous allons voir sur le volet économique. Nous pouvons par exemple dire que nous voulons privatiser les sociétés comme la SNE, comme la SNDE. Parce que depuis qu'elles existent, elles ont été sous le contrôle de l'État pour les résultats que nous connaissons. Est-ce qu'on ne peut pas privatiser la SNE? Est-ce qu'on ne peut pas privatiser la SNDE? Chacun émettra son idée, son opinion, pourquoi oui, pourquoi non. Mais il faudrait que nous créions ce cadre-là pour que l'on puisse discuter. Parce que, franchement, quand je vois, il y a des gens qui sont dépassés, qui sont bornés, qui n'ont plus rien à proposer. Donner la chance au Congo, aux Congolais de s'exprimer. Plutôt que de faire la guerre, faisons la paix, mais dialoguons dans la paix, discutons dans la paix. Réconcilions-nous. Ceux qui sont en prison doivent sortir parce qu'ils n'ont pas de place, ils n'ont rien à faire dans ces prisons. Alors que nous assistons à une police qui est faite des braqueurs depuis le DG. Le DG reçoit le butin des différents braquages qui sont faits sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, puisque les gens disaient que les bébés noirs sont une création de gens Fandéngue, c'est correct. C'est des alibis qu'on trouve comme cela. On met des bébés noirs, on met des koulounas
Donc il y a l'insécurité. Après, bon, on va demander, solliciter au Trésor public de l'argent, des moyens pour mobiliser des troupes, des unités de la police pour aller faire le travail qui est régalien, qu'ils doivent faire tout le temps. Et en tout lieu, à tout moment, on va venir demander au Trésor de sortir de l'argent pour un travail de maintien d'ordre, de la paix, de la sécurité dans le pays. Mais c'est régalien, c'est votre devoir en tant que policier. C'est ce que vous devez faire tous les jours. Et vous êtes payé pour ça. Mais vous allez prendre encore des fonds supplémentaires au Trésor. Pourquoi? Parce que les chefs policiers, le directeur général adjoint, tous les chefs de brigade, les commissaires et tout ce monde-là, ils veulent tous être riches. Mais demain, nous allons pouvoir dénicher tous ces voleurs de la République. Parce qu'un capitaine au Congo, nous savons combien gagne un capitaine. Si vous avez 2, 3, 4 maisons, que vous avez construit des maisons en étage et machin, vous allez pouvoir justifier comment est-ce que vous avez eu de l'argent, où est-ce que vous avez eu de cet argent pour construire. Il y a besoin de repenser un peu tout ça, nos forces de l'ordre, la police. Pourquoi doivent-ils être obligés d'aller braquer? Est-ce qu'ils ne sont pas bien rémunérés? Il faut peut-être revoir donc la rémunération des agents de l'État, y compris des policiers, des gendarmes et des militaires, parce qu'ils vont braquer. Maintenant, l'enseignant qui n'a pas d'arme, il va braquer comment? Le soignant qui n'a qu'une aiguille, est-ce qu'il peut aller braquer aussi avec une aiguille? Avec une seringue plutôt? Toutes ces questions doivent être débattues lors d'un dialogue national inclusif, sans exclusif et souverain. C'est tout ce que nous demandons. On ne demande pas autre chose. On demande le rétablissement de la démocratie véritable dans notre pays, où les hommes doivent succéder à d'autres, sans empiéter, sans torpiller la marche du Congo vers le développement. C'est tout ce que nous demandons. On ne demande pas le ciel ou la terre. On ne demande pas ce qui est difficile à faire. On ne demande pas ce qui ne peut pas être fait. Pourtant, nous pouvons le faire pour le bien de tous, pour le salut de tous. Je vais peut-être lire un peu quelques commentaires ici. L'impôt local doit être versé aux collectivités territoriales. Je suis d'accord avec toi. Salut grand frère Pierre Matsanga. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je vais te dire quelque chose, grand frère. Je suis né à Sibiti. Moi, je suis né à Sibiti. Je n'ai pas grandi au Congo, donc comprenez qu'à l'âge de 10 ans, j'étais hors du Congo déjà et tout. Mais quand j'étais petit, je voyais des camions grumiers. Tu voyais des grumiers qui transportaient du bois. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils venaient ces camions. Est-ce qu'ils venaient vers la frontière du Gabon, de Bambama, je sais pas, de Komono, mais ça passait par Sibiti. Tous ces camions grumiers passent par Sibiti, parce qu'il y a une seule voie à Sibiti, bon, la voie principale de Sibiti, qui mène vers Loudima. Donc ces grumiers vont à Loudima, vont à Nkaï, pour être transportés après. Salut Charin Bidika. Koundé, voilà, on est sur la même ligne là. Voilà, donc ces grumiers transportent du bois. Donc à partir de Loudima ou de Nkaï, ils sont acheminés vers Brazzaville, plutôt de l'autre côté, Pointe-Noire, pour exporter. Mon cher ami, Pierre Matsanga, j'ai la cinquantaine comme tu sais. La dernière fois que je suis allé au Congo, en 2015, j'ai vu ce défilé des camions grumiers. Ça veut dire que depuis 50 ans, bon, ils ont certainement commencé avant, peut-être même quand le Congo accède à l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, les camions-là ne font que le balai traversé avec des grumiers.
Ça abîme la route, ça abîme un peu tout cela. Mais comme tu as dit, l'impôt qui doit être prélevé par les communautés locales, si la mairie de Sibiti pouvait dire, pour chaque camion grumier qui passe ici, nous allons retenir, je ne sais pas, 200 000 par exemple. 200 000 francs CFA, qui ne représentent absolument rien, par camion grumier. Tu t'imagines un peu combien, au bout d'un mois, combien la mairie de Sibiti pouvait avoir. Pas pour que les gens se mettent un peu l'argent dans les poches, mais pour qu'on arrange la route, pour qu'on entretienne la route, pour qu'on construise une école, pour qu'il y ait des services sociaux, qu'il y ait. Enfin, j'ai vu un reportage des gens à Pointe-Noire. Il y a Eni qui creuse quelque part, là, ils font des forages. Il y a des gaz, il y a des fumées, il y a de la pollution. Il y a de l'électricité là où travaille Eni, le camp de Eni, et les populations locales juste à côté, hein, moins d'1 kilomètre, ou peut-être à quelques 2 ou 3 kilomètres de là. Ils sont dans le noir. L'eau, mais bon, ils ont une petite rivière à côté, et les poissons meurent, c'est-à-dire que les poissons flottent comme ça là. À cause de la pollution, à cause de... Mais s'ils mangent ce poisson-là, mais ils vont mourir, ils vont tomber malades. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut créer des conditions pour que ces populations soient soutenues, qu'ils aient des moyens d'aller acheter le poisson plutôt du côté de Pointe-Noire, que de prendre le poisson qui meurt là parce que à cause des odeurs du pétrole. Pointe-Noire, où le Kwilu doit pouvoir bénéficier d'un pourcentage du fait que le pétrole est extrait de là-bas. La rétention, comme tu as dit, je suis d'accord avec ça. Libéraliser le secteur pour qu'il y ait de la concurrence, mais le capitalisme, voilà. Bon, c'est un peu long, je ne sais pas si je vais pouvoir lire tout ça. C'est très, très, très important. La décentralisation. Si aujourd'hui nous disons, bon, nous donnons 500 milliards dans le pool, 500 milliards dans les plateaux, 500 milliards ici et là, je peux vous dire qu'au bout de 5-10 ans, le Congo aura beaucoup d'unités de production. Je peux vous dire qu'en moins de 5 ans, nous allons atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais tel que la République fonctionne aujourd'hui sous Sassou Nguesso, tout est centralisé. Qu'est-ce qu'on donne à la préfecture du Poul? Rien. Qu'est-ce qu'on donne à la préfecture du Plateau? Rien. La Bouenza, rien. La Likwala. Voilà pourquoi même dans la Likwala, on peut même pas, il n'y a même pas un tracteur pour essayer d'arranger la route. Même pas. Or, dans la Likwala, on doit avoir des engins en permanence pour élargir peut-être les routes, pour construire les routes. Partout. Dans le Poul, il doit y avoir des engins pour faire des routes. En plus, nos militaires, il va falloir redéfinir la fonction du militaire en temps de paix et redéfinir la fonction du militaire en temps de guerre. Depuis que nous avons accédé à l'indépendance, on n'a jamais connu la guerre avec un autre pays. Mais nous avons des militaires qui sont
décentralisé, le Congo avancera. Le Congo avancera. Voilà donc ce que j'avais à proposer. Qu'il y ait un dialogue national, inclusif, sans exclusif et souverain au Congo-Brazzaville. Pas pour faire la guerre, mais pour que nous regardions le chemin parcouru et le chemin à parcourir. Parce que jusque-là, nous avons manqué tous nos objectifs de développement. Ceux qui ont dirigé n'ont plus des idées. Ils sont bornés, ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Il faut passer le relais, absolument, en douceur, sans effusion de sang. Il ne faudrait pas qu'il y ait des Congolais qui aient des intentions de créer un système comme celui de l'apartheid, où il y a un groupe qui domine sur les autres. Parce que quand on fait ça, vous n'avez peut-être pas l'Afrique du Sud, mais vous avez certainement le Rwanda. Ce que le Rwanda a connu en 1994. Si au Congo, nous ne faisons pas le dialogue, si les gens doivent prendre le pouvoir par la force, nous connaîtrons le Rwanda. Nous vivrons le Rwanda. En 1994. Il n'y a pas d'autre solution. La solution, c'est le sursaut patriotique. C'est le dialogue. Si c'est par la force, ça va être le Rwanda. Qui va être Tutsi, qui va être Hutu, je ne peux le dire, mais la révolution violente, on peut l'éviter. Si et seulement si la sagesse nous accompagne. Bonne soirée à tous. Veuillez partager la vidéo parce que je n'arrive pas à le faire. Je ne sais pas pourquoi. Mais partagez la vidéo, partagez l'idée. Revenez à moi pour ceux qui ont des questions, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que je voudrais dire. Moi, je parle du dialogue. Je parle de la concertation. Pour que nous regardions les 62 ans parcourus. Et le chemin à parcourir. Je veux un pays réconcilié. Je veux un pays qui donne les mêmes chances à tous ses enfants. Je veux un pays décentralisé politiquement et économiquement. Je veux un réseau routier national. Je veux un réseau ferroviaire national. Je veux qu'il y ait un programme de développement bien défini et accepté par tous. Si nous pouvions aujourd'hui dans notre pays, chaque année, et dans chaque département, dans chaque préfecture, monter une usine, chaque année, une dans le Poul, une dans le Kouilou, une dans la Bonza, une dans la Cuvette, quelle que soit l'envergure de cette usine, si nous en créons une, l'année par préfecture, au bout de 5 ans, nous aurons 50 industries. Nous aurons 50 sociétés. Ce n'est pas rien. Réfléchissons. Bonne soirée à vous tous.